Attends. Tu me dis que ça s'appelle comment? La théorie du Y. Y comme la lettre. Oui, c'est un symbole. Ah, donc c'est la théorie d'un symbole. Non, c'est la théorie du Y. Mais Y, c'est une lettre. Oui, aussi. Mais c'est un symbole dans la pièce. Enfin, dans le titre, Y, c'est un symbole. Mais pourtant, ça s'écrit comme une lettre. Non, tu peux l'écrire en lettres ou en alphabet. Mais c'est un symbole. Non, c'est une lettre. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Canopée. Cette intro était dégueulasse, je vais la refaire. Bonjour, toi Internet. Ça aussi c'est dégueulasse. Je sais jamais faire les séquences d'intro, donc on va commencer cette vidéo tout de suite. Première vidéo avec Caroline Taillé. Bonjour Caroline. Bonjour Sébastien. Merci infiniment d'avoir accepté de venir aujourd'hui babler avec Holden. Avec grand plaisir. Enfin, on va voir. On va voir, hein. On Oui, sait pas pas trop encore. ce qui va se passer. Voilà, donc tu as la chance d'inaugurer la toute première série de vidéos. C'est un honneur immense que moi je te fais, ce qui veut dire que ça n'a juste aucun impact, hein, tout simplement. Peut-être essuyer les plâtres. Ça commence bien. On part dans la vanne. Ok, c'est parti. Du coup, on va parler en fait globalement de la théorie du Y, qui est pour résumer, qui est une pièce que... Oui, c'est parti d'une pièce de théâtre. On va voir comment et dans quel contexte elle a été écrite, qui a récemment, et on va en parler aussi, été nominée grande gagnante de l'année 2016 au niveau des web-séries RTBF. Exactement. Pourquoi tu rigoles? Est-ce que mes infos sont fausses? Parce que nominé, on dirait que je vais partir de la Star Academy. Mais tu fais partie du Star System de Oui, l'RTBF c'est ça. maintenant, C'est en ça. tant que réalisatrice. Écoute, j'ai tapé ton nom sur un moteur de recherche que tout le monde ne connaît pas, qui s'appelle Google, Mhm. et j'ai vu des interviews de toi. Je suis désolé, il n'y a aucune interview de moi si je tape mon prénom et mon nom sur Google, donc Mais ça va changer. ça va changer. Bah écoute, oui. À moi pour moi, Oui, d'accord. pour toi. Ouais. Autant Tu pour moi vois, aussi. j'ai autant de doutes que ça ne m'est même pas venu à l'esprit. C'est bon. Bon, il y a quelque chose qui m'a fasciné quand j'ai préparé cette interview, qui est en fait, tu es une surdiplômée. Ce qu'on appelle aujourd'hui une surdiplômée. Tu as, si je ne me trompe pas, donc un bachelier et un master en théâtre C'est des- dramatique. C'est ça, comme ça qu'on dit? Interprétation dramatique, ouais. Interprétation dramatique. Il y a une différence en fait? Théâtre, c'est plus global et interprétation dramatique, c'est pour opposition à l'interprétation cinématographique, c'est l'interprétation plus théâtre. Enfin bref, Ok, c'est plus de termes qui sont pas au même niveau. Mais donc en jeu, théâtre ou en interprétation dramatique. d'accord. C'est bien, première question, je me foire déjà. Et Et tu l'autre as aussi... tiens, l'autre, dis-le-moi, dis-nous directement. J'ai aussi un baccalauréat et un master en langue et littérature moderne. Voilà. Voilà. Donc déjà, félicitations. Hein. Je veux dire, Merci. moi, j'ai fait autant d'études que toi, mais j'ai encore validé aucun master. Donc, bravo. Merci. Moi, ouais. C'est toujours compliqué de recevoir des gens plus intelligents que nous, c'est à interviewer. Euh, Je suis pas certaine que ce soit l'intelligence qui fasse le master. Mais bon. ma première question, c'est en fait, est-ce que le fait d'avoir fait un master en littérature moderne, c'est ça? Mhm. Ouais. Le gars qui n'a pas du tout écouté la réponse que tu viens de donner, en littérature moderne, est un atout. Et surtout a été un atout après pour l'écriture de la pièce, etc. Alors oui, clairement. Déjà donc par rapport à mon double parcours, c'est très complémentaire. Je ne le savais pas. En fait, à la base, je voulais faire des études de théâtre et puis en négociant avec mes parents, ils m'ont plutôt poussée dans la voie sérieuse et je ne le regrette pas en me disant tu peux faire l'UNIF et si tu as encore envie de faire le théâtre après, tu pourras le faire. Malheureusement pour eux et pour leur portefeuille parce que quand même ils ont dû me payer 9 ans d'études, je l'ai fait. Mais je ne le T'as pas regrette fait ça, pas. excuse-moi, t'as pas fait ça en parallèle, hein, t'as fait ça à la suite. T'as fait 9 J'ai ans fait ça à la d'études. suite. En fait, j'avais imaginé peut-être l'option de le faire en parallèle et puis en allant me renseigner à l'IAD en sortant de Réto, ils m'ont dit non, l'IAD c'est 100% de présence au cours et tu pourras pas faire les deux en même temps. Voilà. Bon, après,
avec le recul maintenant, j'en connais qui ont fait les deux en même temps, en allant un peu moins à l'UNIF et en n'étant pas à 100% à l'IAD. Donc je pense que c'est possible, mais je regrette pas, même si c'était très long, de les avoir fait l'un à la suite de l'autre, parce que ça m'a permis en plus de faire des milliards d'autres choses en même temps quand j'étais à l'UNIF et quand j'étais à l'IAD. Voilà. Après 9 ans d'études, c'est long et je suis contente d'avoir terminé et d'avoir pu me lancer dans... Et tu commences hyper bien, hein. Pourquoi ? Parce que t'as déjà quand même... Tu as été diplômé il y a combien de temps ? Quoi, 2 Oui, ans ça fait que 2 ans, en 2 effet. ans, Ouais. ouais. Et j'ai fait aucune recherche, hein, j'ai vraiment fait 10 ans. T'as quel âge ? Ouais. J'ai fait le calcul dans ma tête. C'est ça, ouais, depuis 2 ans, mais du coup, je pense que j'avais envie d'y aller et il y avait des choses qui bouillonnaient un peu à l'intérieur de moi et je me suis dit, bah, maintenant c'est bon, je suis diplômée, j'attaque un peu plein de choses à la fois et j'en ai attaqué plein à la fois. Ah ouais, mais ça te réussit bien. Merci. Papa et maman sont contents du coup. Ils sont surpris, mais... Surpris. Non, disons que c'est peut-être pas là-dedans qu'ils m'auraient imaginé, mais bon, maintenant ça va, ils ont... Ah oui, t'imagines dans quoi ? Disons que ma mère est chercheuse en mathématiques à l'université de Namur et que mon papa est agent immobilier, donc c'était plutôt des gens dans le concret et l'artistique, c'est pas trop ça. Tu t'es émancipée en fait plutôt de parents qui sont plus dans le dur, dans le scientifique. Ouais, tout à fait. Ils voyaient pas trop d'où ça me venait, on le sait toujours pas en fait d'où ça me... Maintenant il y a ma petite sœur qui est en train de suivre un peu la même voie, donc ils ont un petit peu peur. Et... Heureusement j'ai un frère qui est bien concret, qui les rassure un petit peu. Mais oui, en effet, je viens pas du tout d'une famille artistique, même si je vais chercher dans mes cousins, dans mes oncles, dans mes tantes, je sais pas d'où ça sort. Tu es le vilain petit canard qui réussit. C'est ça, ouais. Donc, mais peut-être que ça me donne aussi envie de prouver que si j'ai fait ce choix-là, c'est que je peux le faire bien. Ah oui, il y a une revanche, il y a une histoire de revanche là-dedans. Une histoire de prouver, en tout cas, que c'est pas parce qu'on fait du théâtre qu'on peut pas avoir un travail et que... Ouais. Je sens tout le temps un peu que je dois prouver. Mais c'est sérieux, en tout cas, c'est très sérieux ce que je fais. Oui, non, tout à fait. Je dis pas le contraire. Mais oui, c'est une leçon importante en fait. Ça va être mon moment un peu bateau, mais j'ai fait partie de ces personnes justement qui ne pensaient pas qui savaient que le milieu artistique est difficile, et il est toujours difficile, mais j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui ont réussi là-dedans, que ce soit toi ou d'autres personnes qui vont venir d'ailleurs dans ce canapé, c'est déjà prévu. Et voilà, et c'est chouette, c'est encourageant, et c'est ce qui m'a donné envie de faire plein de choses. Je les fais pas aussi bien, mais en tout cas je l'ai fait, et voilà. Donc merci de m'avoir invité dans ce canapé, c'est ce que j'avais à répondre à ta question. Mais qu'est-ce que tu as fait comme étude? Non, mais j'ai toujours pas répondu à ta question en fait, qui était est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un atout? Donc si tu veux, je veux bien y répondre. Oui, s'il te plaît. J'ai juste dit oui, puis je commence à parler d'autres choses. Mais en tout cas, ça m'aide clairement au premier degré parce que j'ai appris à analyser la littérature, le théâtre, j'ai fait des recherches théoriques et ça c'est clair que pour écrire une pièce de théâtre ou un scénario, ça fait une bonne base théorique. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir fait l'UNIF, ça m'a appris justement, comme un petit peu, je parlais de mes parents, à être dans le concret et à voir des choses de la vie un peu plus avec, je sais pas, avoir un peu plus les pieds sur terre, quoi, parce que l'IAD, je suis contente de l'avoir fait, j'y ai appris beaucoup de choses, mais ça nous met pas les pieds sur terre, ça nous dit pas qu'est-ce qui va nous arriver quand on va sortir, ça nous laisse un petit peu rêver et on apprend beaucoup de choses, on apprend à bien jouer des personnages, mais malheureusement ça suffit pas toujours quand on n'a pas... Oui, il y a une réalité du milieu en fait et vous n'êtes pas préparé à une réalité... Ouais, non, je trouve qu'on n'est pas... on n'apprend pas... le concret, on n'apprend pas à écrire un dossier, on n'apprend pas à quelle porte il faut aller frapper, on n'apprend pas que c'est bien d'être polyvalent et de pouvoir faire de la mise en scène ou écrire. Enfin voilà, je trouve que le fait d'avoir fait l'UNIF m'a donné du concret. D'accord, donc là c'est la différence. Mais donc, c'est intéressant parce que mais ça m'aide aussi à me bouger maintenant et c'est peut-être, je pense, une des raisons pour lesquelles j'ai fait la théorie du Y, c'est parce que j'ai travaillé comme une acharnée et que j'ai aussi appris la valeur du travail. À l'IAD, on apprend la valeur du travail parce qu'on répète toute la nuit, hein, mais à l'UNIF, c'est aussi la valeur des deadlines, la valeur d'aller toquer à des portes, du travail. Et je pense que ça m'a aidé pour la théorie du Y. Mais, alors, c'est une réponse intéressante, mais c'était pas exactement ma question de départ. Je l'ai mal formulée. C'était plutôt en fait, est-ce que plus le fait que ce que tu as étudié, est-ce que ça t'a apporté quelque chose en fait dans l'écriture ou dans je sais pas, dans la réflexion, enfin
Mhm. dans ce que tu fais maintenant, en fait. Oui, dans le sens où j'ai toujours aimé le théâtre, donc je me suis orientée dans mon mémoire quand j'étais à l'UNIF. J'ai fait une étude comparée de 8 femmes, la pièce de théâtre et le film. Et donc, maintenant que j'y pense, c'est un peu ironique parce que là, je suis en train de transformer une pièce de théâtre en web-série. Donc, c'est que quelque part, ça m'a toujours déjà intéressée théoriquement. Donc, j'ai étudié quels sont les codes du théâtre, quels sont les codes du cinéma, quelles sont les différences. Donc, même tout en faisant des études littéraires, j'ai réussi un peu à trouver la manière de m'intéresser à ce qui m'intéressait moi. Et puis après, il y a aussi les langues, parce que j'ai étudié la littérature française, anglaise et italienne. Et le fait d'avoir des langues, ça m'aide aussi. C'est aussi quelque chose que l'UNIF m'a donné de concret, c'est que maintenant, je peux aller faire des auditions en anglais, en italien, en néerlandais. Tu es trilingue, enfin quadrilingue du coup. non, je parle pas toutes ces langues très bien, mais en tout cas, je me débrouille et ça donne du boulot aussi. Ouais. C'est bien. Je me sens encore plus tout petit, c'est bien. Justement, tu me parlais de l'IAD. J'ai eu par mes petites sources, parce que tu vas voir que dans cette interview, j'ai eu plein de petites sources. Non, pas plein, mais j'ai eu mes petites sources. Ouais. Je sais qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'IAD t'a demandé de faire un mémoire en fin de parcours, et tu souris parce que tu sais où je vais arriver, et qu'en gros tu as demandé une dérogation parce que tu ne pouvais pas écrire une pièce. Voilà, tu as voulu écrire une pièce de théâtre au lieu de faire un mémoire parce que tu avais déjà fait un mémoire pour les études que tu avais faites avant. C'est ça, avant. En fait, oui. J'avais déjà fait un mémoire théorique sur le théâtre, hein, comme j'ai dit, j'avais analysé la pièce 8 femmes, et je venais avec l'argument, j'aimerais bien faire autre chose, donc pourquoi pas écrire une pièce de théâtre. Mais dans le règlement de l'IAD, il est mis écrire une pièce de théâtre ne constitue pas un mémoire, et donc du coup je me suis dit j'ai envie de chercher un petit peu à titiller ça, et j'ai dit et si je choisis un thème et que j'analyse ce thème dans le théâtre et dans l'histoire, et puis à la fin je fais une petite écriture personnelle, est-ce que ça compte, et ça a marché. Après je sais pas si c'est parce que j'avais déjà fait un mémoire, je crois que justement du coup après il y en a qui ont pu qui ont fait aussi, même dans ma promo, cet entre-deux-là, en fait. Ouais. Et l'idée me venait aussi de mémoires qu'on faisait en master à l'UCL, en Romaine, là où j'ai fait mes études, qui étaient des mémoires en création littéraire, où aussi il y avait toute une partie théorique d'analyse, et puis à la fin, on pouvait écrire un petit essai. Et voilà, du coup, j'ai proposé à l'IAD de faire cette formule-là, et j'ai eu de la chance que ça marche. Mais c'est beaucoup plus indépendant que ce qu'on m'a dit, en fait. Et que moi, je pensais qu'ils étaient partis du principe que oui, ils voulaient bien donner une dérogation à ça parce que tu avais déjà fait un mémoire. Alors là, tu me dis plus simplement que juste que le projet les intéressait et qu'ils ont dit OK. Mais ce n'est pas lié au fait que tu avais fait un mémoire avant. Je sais pas si ça les a aidés à accepter ou pas, je pense pas. Non, je pense que c'est parce que je suis arrivée avec un projet concret et j'ai dit je veux écrire une pièce, est-ce que ça va si c'est... Et ils ont dû se poser la question et négocier, ok ça va si c'est un tiers de ton mémoire, mais alors qu'est-ce que tu nous proposes pour les 2 tiers restants? Et j'ai dû activement aller leur dire de toute façon il y aura une recherche théorique, il y aura une recherche historique, il y aura... Ok. Voilà. Et ça a donné lieu à une pièce qui s'appelle La théorie du Y. Et en fait, je vais tout simplement, je vais dérouler mon plan déjà maintenant. Je vais être très universitaire, très scolaire. Concrètement, ce que je te propose, c'est qu'on en parle d'abord pour sa version théâtre, parce que dans la genèse, ça a commencé par le théâtre, et ensuite qu'on parle de la version série. Parfait. Même si tu es en train de le tourner actuellement. Voilà. Par contre, avant de commencer tout ça, puis vu que tu es quelqu'un de très érudit, que tu as fait beaucoup d'études, j'avais envie qu'on fasse un peu le tour des théories de manière générale. Alors déjà, la première évidemment, qu'est-ce que la théorie du Y en tant que telle? Ouais, alors elle n'existe pas. Quand tu tapes théorie du Y, il n'y a pas de théorie du Y, mais alors pourquoi théorie du Y? Parce que le Y, la lettre Y, représente une route qui se sépare en 2 routes. Voilà, et donc ça représente, à la base, dans l'Antiquité, c'est le choix que doit faire chaque être humain entre le vice et la vertu. Et étant donné que la théorie du Y parle, si on peut le dire comme ça, de bisexualité, donc du choix que... Si c'est un choix, c'est toute la question, qu'on doit faire entre aimer les hommes et aimer les femmes. Voilà, je trouvais que le Y était une belle métaphore. Et puis après, la théorie, c'est parce que le personnage de la pièce, c'est quelqu'un de très... qui réfléchit tout le temps et qui se pose plein de questions. Et donc, c'est quelque chose de très théorique et elle va justement apprendre à être plus dans ses émotions et dans le concret des choses plutôt que dans tout le temps la réflexion. Voilà le Y. Okay. Et en fait, ça vient...
parce qu'on en a parlé avant, je peux. Oui, je t'en prie. En fait, quand j'étais en train d'écrire la pièce et je cherchais un titre, j'ai trouvé une feuille que j'avais faite quand j'étais en réto où je réfléchissais à ce que je voulais faire comme étude. J'avais fait une ligne du temps avec tous les événements importants de ma vie. À 17 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, voilà, j'avais écrit. Et puis, ça se séparait en 2 routes. C'était si je faisais l'IAD, si je faisais des études de langue. Et ça formait un Y. Et je l'ai retrouvé 10 ans après. Et je fais putain, mais en fait, j'ai fait les deux. Et je trouvais que c'était voilà, ce Y qui était là sur ma feuille et pouvait être un beau symbole de ce Y qui est dans la pièce. Alors, ça arrive souvent dans cette émission, parce que oui, je dois dire que j'ai fait d'autres tournages avant qui sortiront plus tard, mais où les gens, je suis très gêné parce que les gens font des réponses beaucoup plus intelligentes que mes questions, parce que ma question de départ, c'est je pensais que la théorie du Y était simplement en fait liée à la génération Y, de cette recherche du pourquoi. Tu l'as dit un petit peu, mais... Non, mais c'est pas... J'en ai profité aussi. À la base, c'est l'explication que je te donne, l'explication du choix. Mais j'étais contente que ça résonne avec la génération Y et aussi avec les chromosomes XY, les hommes et les femmes. Voilà, donc, c'est un peu une triple explication et ça m'arrange bien. Mais j'ai pas inventé la Du génération. coup, je vais essayer de te mettre un peu plus en difficulté. On va Vas-y. passer à une autre théorie. Est-ce que tu peux m'expliquer la théorie de la relativité générale? Bien sûr. Et donc là, j'appelle le coup de fil à ma maman. Non, j'en sais rien. Bon, je suis un peu déçu, mais bon. Puisque tu as fait les langues, est-ce que tu peux me parler de la théorie du langage? Ça existe. Oui, ça existe. Ah merde. Bah, si je peux te dire quelque chose de mes études, j'ai fait un peu fait la pub de l'UNIF, genre j'ai appris beaucoup de choses concrètes, mais je n'ai absolument rien retenu. Et j'ai étudié Comme toute les personne qui fait syllabes. l'UNIF. Mais ouais, mais je trouve qu'on le dit pas assez, ça. L'UNIF, ça nous apprend à penser, ça nous apprend à réfléchir, ça nous apprend à travailler. Mais tous ces trucs qu'on a étudiés par cœur, si on s'en souvenait, on serait vraiment super intelligent. Moi, en tout cas, je m'en souviens pas. Ouais, moi, mes profs me disaient ça. Ils nous disaient ça qu'on fait l'UNIF pour travailler, pour apprendre à travailler, pas Ouais. pour ce qu'on nous apprend. Et Bah ça alors, fait très bizarre quand pourquoi un prof te dit ça et que tu es en cours et tu as un temps d'arrêt où tu te dis mais qu'est-ce que je fous ici? Ouais. Mais bon, moi c'était assumé. En fait, c'est tout simplement l'étude d'un aspect syntaxique d'une langue, ou peut-être d'un langage. Je sais qu'il y a une distinction entre les deux, mais je ne sais pas la faire. C'est des questions de linguistique que j'ai étudiées en long et en large. Et il m'en est pas resté grand-chose. Mais c'est très intéressant quand on s'y intéresse. Voilà. Une autre théorie, on va revenir un peu sur les sciences, la théorie du chaos. Mais ce qui est bien, c'est que les sciences, des fois, ça marche aussi dans la vraie vie. Alors, qu'est-ce que la théorie du chaos Bon, t'as forcément vu Jurassic Park. Ouf y a longtemps, c'est ça, la théorie du chaos, c'est des films apocalyptiques. Non, quand la c'est- théorie du chaos, c'est bien, ça va être la partie la plus chiante de cette interview. Vas-y, La explique-moi. théorie du chaos, c'est le fait que dans un système, en fait, il y a toute une partie qui suit quelque chose d'aléatoire, d'imprévisible, chaotique, et qui part et qui naît de quelque chose qui est très prévisible. Voilà. D'accord, c'est quand tu as un plan et puis ça part. Exactement. Mais Ouais. en fait, ça s'applique aussi dans la vie de tout un chacun, j'ai envie de dire. Mhm. Allez, je vais arrêter de t'embêter. Juste la dernière, la théorie de l'aristotétisme. Ça, c'est du théâtre. Ouais, donc Aristote a théorisé le théâtre, il a écrit beaucoup de choses super intéressantes, et dont le théâtre aristotélicien, c'est le théâtre qui... je sais plus. Ah mince, je pensais que Moi j'ai l'air de savoir, mais je me souviens pas. Donne-moi des idées. C'est le fait de la fiction, c'est le fait de la c'est distance. un rapport, ouais, c'est un rapport, c'est se distinguer, C'est le fait de s'éloigner de la fiction. Ouais. Juste, en fait, simplement pour, c'est une approche du réalisme. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas le Je fais le malin, mais moi j'étais sur Google quand j'ai préparé ces parce questions. que je suis plus sûre. j'ai pas du tout cette Moi, science. ouais. Il y a beaucoup de concepts qui m'aident et que j'utilise, mais Mais ça t'a j'ai pas une empêché mémoire de... de... Ça t'a pas empêché de faire un truc qui est... Enfin, ça t'a pas empêché de faire une super chouette pièce de théâtre. Je fais beaucoup de flagornerie là, mais j'ai été hyper touché par ta pièce, et qui s'appelle La théorie du Y. Bam. C'est pour ça. Cette transition était dégueulasse. De manière générale, en fait, pour cette théorie, donc, est-ce que tu veux faire le pitch? Allez. Je t'en prie. Oui, donc de la pièce. Donc, c'est l'histoire de Anna, qui a 8 ans au début de la pièce, et on la suit dans sa découverte de ses premiers émois amoureux et sexuels, et toute la découverte de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et Anna se pose pas mal de questions, notamment sur son orientation sexuelle. Est-ce que j'aime les hommes? Est-ce que j'aime les femmes? Est-ce qu'il faut vraiment que je choisisse entre les deux?
Et puis c'est aussi tous les personnages autour d'elle, parce que donc il y a une comédienne qui joue Anna, qui grandit de ses 8 à ses 25-26 ans, et il y a trois autres comédiens pardon, qui jouent 25 personnages qui gravitent autour d'elle, que ce soit ses amis, ses premiers amoureux, amoureuses, ses parents, sa peluche, sa gynécologue. Voilà. Oui, exact, il y a une scène avec la gynécologue, ça y est, je m'en souviens maintenant. Je l'avais oublié. Une question hyper bateau, mais je crois que la réponse est vraiment plus intéressante que la question. Qui est Anna? Qui est Anna? Donc c'est... Qui est Anna dans la pièce? Qui est Anna dans la pièce. Tu l'as un peu décrite, mais tu oui, l'as... Oui, comment est-ce qu'elle est? C'est une petite fille à la base qui est très, très, très spontanée, qui a envie de découvrir les choses, qui a envie de vivre plein de choses, et puis qui en même temps a envie de plaire aux gens autour d'elle, parce qu'elle a un côté très sage, elle a envie de se conformer à ce qu'on attend d'elle, et ça entre en conflit avec ce qu'elle sent à l'intérieur, et donc voilà, son conflit, c'est peut-être ça, comment vivre ce que j'ai à vivre et être qui j'ai envie d'être, tout en bousculant pas trop le monde autour de moi. Le chaos. Le chaos, exactement. T'as vu, j'ai pas posé mes questions par hasard. Est-ce que tu peux nous faire un peu la genèse de cette pièce? Parce que, donc, on le disait tantôt, elle a été écrite pendant tes études à l'IAD, mais je sais qu'en fait, tu avais commencé à l'écrire, sans peut-être le savoir d'ailleurs à l'époque, bien avant. Tu t'étais inspiré aussi je crois que de notes que tu avais fait tout au long de ton adolescence, peut-être même avant d'ailleurs, j'ai pas plus de détails sur ça. Ouais, en fait, voilà, c'est vachement autobiographique, en tout cas inspiré d'une partie de la réalité. Et j'ai toujours eu une tendance à écrire les choses, à la base plutôt parce que justement j'ai une mauvaise mémoire pour m'en souvenir. Parce que j'ai un truc très... je garde beaucoup les choses et surtout j'ai envie de garder depuis que j'avais 6 ans, j'ai envie de garder mes sensations, mes émotions parce que j'ai peur de les oublier, j'ai envie de pouvoir les retrouver. Je me rends compte qu'à 6 ans j'écrivais déjà des trucs bizarres comme ça, mais ça a un côté où je suis contente que la petite Caroline ait fait ça pour la grande Caroline, puisque je suis super contente de me souvenir de qu'est-ce que je ressentais quand j'avais 7 ans, 10 ans, 12 ans, 17. Et voilà, donc à la base, oui, c'est des choses que j'écrivais qui étaient vraies plutôt pour m'en souvenir, puis les questions que je me posais, comment je me les posais, qu'est-ce que je ressentais. Et ça m'a vachement aidé quand j'ai voulu écrire la pièce, de repiocher certaines, même si j'ai dramatisé ou modifié des choses, de juste ressortir des émotions ou des canevas et des choses comme ça dans tout ce que j'avais écrit, et je m'en sers encore maintenant pour la web-série, ouais. Et donc, c'est-à-dire que mais quand tu l'as pas fini à l'IAD, la pièce est finie un peu après, donc tu as travaillé avec d'autres personnes. Qu'est-ce que ces personnes en fait ont apporté? Donc ouais, le texte que j'ai écrit pour mon mémoire à l'IAD, disons que ça devait être 70% de la pièce au final. Et donc c'était mon texte de mémoire, ça s'était plutôt bien passé avec le jury, et mon promoteur m'avait encouragé à essayer d'en faire quelque chose de concret, donc je me suis dit pourquoi pas. C'était pas vraiment le plan à la base, je m'étais pas dit je veux être auteur, metteuse en scène, je savais pas trop. Et donc j'ai proposé à quatre comédiens qui étaient avec moi à l'IAD de travailler sur le projet. Et donc on a bloqué 2 mois, on a fait des répétitions et je testais les choses sur eux, c'était la première fois, donc eux étaient aussi un peu décobés et étaient ouverts comme moi ici, ouverts au processus. Et donc oui, ils ont mis clairement leurs pattes dans beaucoup de scènes où je leur donnais un canevas, on faisait des impros, et puis je prenais des notes, je réécrivais, on les refaisait le lendemain. Et puis je tiens à dire qu'il y a une des scènes de la pièce qui n'est pas de moi. Il y a notamment un rap fait par un dragon peluche, ça le rappe très comme ça, mais c'est super. C'est très drôle. C'est très drôle. Et ça, c'est le comédien lui-même qui l'a écrit. À la base, c'était un texte un peu chiant sur la relativité de qu'est-ce que c'est l'être humain par rapport à l'univers et au Big Bang, etc. Et lui, il a transformé ça dans un morceau rappé qui claque. Voilà. Avec comment on appelle ça, les gens qui font du beatbox Ouais, oui, c'est vrai, pardon, avec une pleureuse beatboxeuse à l'arrière. Du coup, voilà, donc là, on s'enfonce petit à petit dans la théorie du grec version théâtre. J'avais juste une dernière question avant qu'on arrive sur cette thématique. Alors, la théorie du Y, je suis tombé sur un article, enfin plutôt un reportage qui disait la théorie qui était entre le X et le Z. Alors, la théorie du X, je vois à peu près ce que c'est, mais la théorie du Z, j'ai un peu du mal. C'est une bonne question. Et peut-être aussi la génération
actuel, quoi, parce que nous, on est des Grecs, enfin, nés dans les années Ouais. 80, et On est déjà vieux. on est déjà has-been, quoi. Ah, La mince. génération Z, ils sont pires que nous. C'est vrai? Et c'est Non, pour ça que je non, supporte pas les petits jeunes, en c'est fait. ça, c'est tous des petits cons. Non, Non. ils sont bien plus doués que nous, parce qu'eux, voilà, ils sont hyper connectés, ils savent déjà faire des montages à 4 ans. Oui, c'est terrible. Ouais, enfin, je vais pas partir sur ce discours-là, mais enfin, je me rends compte que des fois j'ai du galère à faire des trucs et puis tu vois des mioches de 7 ans et t'as envie de les taper parce qu'ils font des trucs que toi tu sais à peine faire et eux ils savent déjà le faire. C'est Voilà. ça, J'ai une expression très violente de ma frustration interne. c'est ça. Non, plus sérieusement, tu me parlais tantôt de ce côté où justement tu traçais des lignes pour savoir vers quoi ta vie allait se diriger et un peu les étapes, les différentes étapes. Ma question, c'est aussi parce que il y a un moment dans la pièce où le personnage d'Anna se pose des questions et tu as le comédien qui incarne le côté homme et la comédienne qui incarne le côté fille qui compte des points. Mais je me suis demandé, et c'est pour ça que je te pose la question maintenant, est-ce que l'amour se compare en avantage et en inconvénient? Alors, disons que c'est peut-être un reflet de mon côté très parfois cartésien, qui croit qu'en comptant les points, on va arriver à savoir ce qu'on veut. Et c'est en effet quelque chose que je retrouve dans toutes mes notes de petite fille ou d'ado. Même ça, même parfois, il y a des listes de qui sont mes amis, à qui je ne peux pas faire confiance, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, qu'est-ce que j'aime chez telle personne, qu'est-ce que j'aime... Enfin, un truc très analytique et très cartésien, mais qui au final n'aboutit pas à grand chose. Et dans la pièce, la scène où elle compte les points entre les hommes et les femmes, ça termine juste en une bataille entre l'homme et la femme, parce que c'est pas comme ça qu'on sait ce qu'on aime, et l'amour c'est pas ça. Et en effet, et ça c'est quelque chose que peut-être m'a aussi apporté l'IAD plus que l'UNIF. L'UNIF m'a maintenu toujours dans une sorte de réflexion, de choses concrètes, et alors qu'à l'IAD, on n'arrêtait pas de me dire arrête de réfléchir, arrête d'écrire, arrête de prendre des notes et sens un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça a été très dur pour moi parce que j'étais un peu l'intello qui arrivait à l'IAD et qui croyait qu'avec son cerveau, elle allait tout régler. Et en fait, ça marche pas comme ça. C'est une erreur, ça, de penser qu'on peut tout régler avec son cerveau en étant en posant des repères partout? Bah, je pense que ça aide, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas toujours fonctionné. De parfois trop réfléchir, ça tue, ça tue la réflexion. Et bah, voilà, c'est l'éternel conflit entre réfléchir avec ses tripes ou réfléchir avec... Enfin, non, pas se laisser guider par ses tripes ou par son cerveau. Et moi, j'en suis un peu en train d'essayer d'acquérir une balance par rapport à ça, comme par rapport à beaucoup de choses, à théorie du grec. Et du coup, j'ai pas de transition donc pour cette question. Il y a aussi dans la pièce un rythme parfait que j'ai trouvé parce que la pièce, donc tu le disais, il y a d'abord une écriture, mais ensuite il y a le jeu des acteurs qui peut modifier de manière assez drastique le ton qui était au moment de l'écriture, ou même la façon d'écrire. Enfin, on peut faire une pièce d'auteur, j'ai envie de dire, enfin écrire une pièce d'auteur et tomber dans la comédie de boulevard rien que par l'interprétation. C'est pas moi qui le dis, c'est parce que d'autres personnes qui ont écrit pour du théâtre m'ont dit. Et justement, dans ta pièce, voilà, il y a une maîtrise du rythme qui rend à la fois la pièce très profonde et très divertissante. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que tu connais les ingrédients qui permettent de faire ça? Quelle est ta recette secrète? Alors, je pense pas que j'ai des grands secrets à délivrer là-dessus. En fait, moi, c'est juste que j'aime pas prendre les gens en otage et j'aime pas me faire chier quand je suis au théâtre, et j'aime bien quand c'est court et quand ça va vite. Et je pense que si le rythme est bon, c'est surtout parce qu'il est très effréné, peut-être, même s'il y a des moments de respiration, mais c'est que j'aime bien quand c'est précis, quand il se passe un truc, et quand voilà, c'est fini, on passe à la suite. Et c'est quand même 1 heure de spectacle et 19 scènes, et donc c'est vrai que ça fait 2 minutes par scène. Mais c'est à peu près ça. Voilà, on prend le temps de dire des choses, mais moi, personnellement, dans mes goûts, j'aime pas le théâtre où on se complaît dans des longues choses, et j'aime bien quand ça claque et que ça envoie et que c'est efficace et qu'on se fait pas chier. Je trouve que c'est juste ça. Et si c'est chiant, bah alors on enlève. Ok. C'est une réussite parce que justement les commentaires
les critiques que j'ai pu lire un peu partout sur Internet, y en a une que j'ai gardée qui dit ça pète de partout, il y a de la chanson, de la danse, ils ne se sont pas arrêtés seulement au théâtre. Ils ne sont pas arrêtés seulement au théâtre. Voilà, j'ai fini ma phrase comme ça. Et je trouvais que c'était vrai. Mais ce qui m'a posé le problème, c'est que c'était la seule critique que la personne a faite. Et j'ai l'impression qu'on survole peut-être un peu trop la pièce en disant ça. C'est une question mal formulée, mais Bah non, ça parle plutôt de la forme et donc peut-être moins du fond, mais en termes de forme, c'est clair que d'une part, c'est très rythmé, et d'autre part, ça c'est aussi quelque chose que les comédiens ont amené, c'est leur propre passion. Il y en a un qui fait du break, il y en a un qui rappe, il y en a un qui chante, ils font du rock acrobatique, ça c'est des choses qu'ensemble auxquelles on a pensé, et qui rendent aussi la chose plus ludique et un peu plus légère, même si... Fais attention avec le mot léger parce qu'on parle pas de quelque chose de léger, mais on parle d'une manière légère, et ça c'est important. Ces ingrédients-là aident à rendre le spectacle léger, et c'est bien qu'il le soit parce qu'au final on parle juste d'amour. Ok. Comme tu le dis, donc il y a deux approches. Il y a une approche de fond et de forme. Et je me suis demandé en fait si quand tu as écrit la pièce, si c'était vraiment si recherché que ça d'avoir cette distinction entre le fond et la forme pour toucher en fait deux publics, un public qui est plus intéressé par le divertissement et un autre public qui est plus intéressé par l'engagement ou par en fait le côté introspectif de la pièce. Donc non, c'était pas conscient, et en fait la question du public, elle est arrivée que quand on a commencé vraiment le travail, parce qu'à la base j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire, et je l'avais pas destiné à un public spécifique, et puis en rentrant dans le travail on s'est rendu compte que c'était des questionnements qui intéressaient surtout les ados, même si il y a un grand mais, c'est que évidemment ça parle à tout le monde, et que les adultes soit se souviennent, soit se posent encore des questions, soit ça les intéresse vis-à-vis de leurs enfants, enfin voilà, bref. Et donc du coup le fait de s'adresser aux ados, ou en tout cas aux jeunes qui peuvent se poser ces questions-là, bah oui, ça donne envie aussi de les accrocher avec quelque chose de plus divertissant. Et puis après, il y a surtout ce que je disais, que pour moi c'est important de traiter ce sujet-là avec une certaine distance, une certaine légèreté, de dire qu'on peut en rire, parce que j'avais pas envie de faire une fille qui est enfermée dans sa tête et qui se pose des questions tragiques et qui a envie de se suicider, même si je sais que des questions d'orientation sexuelle peuvent mener au suicide, et c'est souvent le cas, mais ce n'est pas que ça, et au final je voulais en sortir quelque chose de positif, et il y a beaucoup de gens, et ça c'est quelque chose qui me fait très plaisir, qui sort du spectacle et qui dit ça donne la pêche, et on a envie de vivre, et on a envie de profiter, on a envie de... Voilà, c'est un truc boostant, et je trouve que c'est plus intéressant de parler de ces questionnements-là en boostant les gens qu'en les faisant chialer, et les pauvres petits homosexuels et bisexuels, qu'est-ce qu'ils doivent vivre. Et donc justement, il y a ce côté introspectif, donc, et ce côté aussi, cette dynamique qui est donnée par tout un ensemble de comédiens. Ce sont des comédiens qui ont déjà bossé ensemble en fait, parce qu'ils viennent d'une autre web-série qui est typique. Ouais, en fait, c'est des comédiens qui ont déjà bossé ensemble, avec qui j'ai bossé, parce que c'est 4 comédiens qui étaient dans ma promo à l'IAD. Oui. Donc en 4 ans, on a passé 4 ans à vraiment bosser tous ensemble. Donc on se connaît très bien dans le travail et même en dehors, parce qu'on n'est que 14, donc c'est un petit microcosme pendant 4 ans. Donc ouais, ça c'est génial. Je savais que je pourrais attendre des choses d'eux et qu'ils allaient me surprendre. Et alors par rapport à Typique, ça en fait c'est un hasard. Il y en a 3 sur les 4 qui étaient dans Typique, mais voilà, on savait pas qu'on allait arriver à une web-série, et donc j'ai choisi de travailler avec eux d'abord parce que c'est des gens que je connaissais bien, que je voyais bien dans certains des rôles de la pièce et à qui je faisais confiance. Et puis il se trouve que par hasard il y en a 3 des 4 qui étaient aussi dans Typique, parce que Benjamin, qui est un des réalisateurs de Typique, était également dans ma promo l'IAD. C'est vraiment un microcosme, hein. Vous ne mélangez pas trop à l'IAD. Et ça, je sais que c'est pas bien, enfin je sais que c'est pas bien, j'aimerais bien me mélanger un petit peu plus, mais en l'occurrence j'ai commencé ce projet le mois après être sortie de l'IAD, et c'est vrai qu'à l'époque c'était plus évident pour moi d'aller travailler avec des gens, justement comme c'était ma première expérience aussi, qui allaient accepter mes doutes, mes erreurs, et qui allaient me booster et qui allaient comprendre, et qui connaissaient déjà ma manière de voir les choses sur plein d'aspects. Donc voilà, mais après là maintenant pour la web-série, on travaille avec des gens qui sont pas de l'IAD, en plus de gens qui sont à l'IAD. Plus grosse équipe, je pense aussi. Évidemment, et du coup, ouais, on s'ouvre à beaucoup plus de gens. Et tu penses que justement avoir travaillé avec des gens, est-ce que ça a apporté avec des gens qui se connaissaient avant, est-ce que ça a apporté quelque chose dans toute cette dynamique, etc. Parce que mine de rien, cette pièce, elle a été jouée combien de fois parce que je suis allé la voir au festival de Huy.
Elle a été jouée un peu plus de 30 fois là pour le moment. Un peu plus de 30 fois. Ok, donc c'est une pièce qui est quand même assez jeune, mine de rien. Enfin, Relativement, parce qu'un spectacle de théâtre, j'ai entendu l'année dernière que la durée de vie moyenne d'un spectacle de théâtre en Belgique francophone, c'était 13 représentations, ce qui est très peu par rapport à l'investissement et au temps de préparation. Et donc, voilà, par rapport à la moyenne, 30, c'est déjà beaucoup. Mais après, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Il y en a qui sont encore prévus et on espère que c'est pas fini. Mais en fait, oui, c'est ça. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que ce sont 13 représentations, mais ce sont souvent des gens qui ont plus d'expérience dans le métier. C'est sa toute première pièce. Et là où je voulais en venir, c'est de dire que ça n'a pas l'air du tout amateur. Vraiment, c'est très bien écrit, c'est très bien joué. Non, mais je veux dire, au-delà du compliment, c'est voilà, 30 représentations pour arriver à ça. Enfin, je sais qu'il y a eu du travail en amont, mais voilà. Le fait qu'ils se connaissent bien, ouais, qu'on se connaît bien, qu'on a beaucoup travaillé aussi, il faut le dire que voilà, on n'avait rien, on n'avait aucun budget, on a répété dans un squat pendant un mois, il faisait super froid, et puis après dans le salon des parents de Léon, enfin bon, bref, on a vraiment, il y a une envie, et c'est aussi quelque chose qui fait que j'ai choisi ces gens-là, parce que je savais qu'ils étaient des bosseurs et qu'ils seraient là, et qu'il n'y avait aucun budget au début, et qu'on était vraiment en train de démarrer, et puis on est amis, et ça se sent, je pense aussi. Il y a un truc du groupe aussi, où ils sont tout le temps tous les quatre sur scène ou juste cachés derrière le décor, et ils se portent un peu les uns les autres, et ils se connaissent, ils ont l'habitude d'improviser ensemble, de jouer ensemble. Donc j'ai l'impression qu'on sent que ça se porte. Et puis la pièce est beaucoup, c'est ce que tu disais tantôt aussi, c'est que la pièce s'est beaucoup construite avec eux. Oui. Donc, que durant ces 2 mois, il y a plein de choses. Au niveau du texte, il y a eu des propositions, mais c'est clair qu'aussi au niveau de la mise en scène, c'est notre mise en scène, il y a plein de propositions qui viennent d'eux. Et puis voilà, moi, j'avais le rôle de luxe ou d'horreur de devoir dire sans guerre pas, parce que j'étais la bosse et que c'était moi qui regardais, mais c'est clair que c'était souvent, ok, allez me faire une proposition, travailler, puis revenez montrer-moi quelque chose, et puis on cherche ensemble. Et on a beaucoup cherché ensemble. T'es à l'aise dans ce rôle-là, le rôle de la bosse, de devoir décider c'est une bonne question. Parfois oui. J'ai toujours été un petit peu celle qui avait fait l'unif avant, donc la petite maman, et celle qui rappelle à tout le monde qu'il y a des deadlines, et un peu celle qui organise les choses. Et il y a des moments où ça me saoule. Et t'as un petit côté aussi où tu veux contrôler les choses, donc du coup... c'est pas... Oui, peut-être, c'est vrai. Ouais, et en l'occurrence, là, je voulais les contrôler parce que j'avais quelque chose d'important à dire, et je voulais le dire à ma manière, tout en étant très consciente qu'il fallait que je me fasse aider de tous les gens compétents, comme je le fais maintenant pour la web-série. Mais donc ça, c'est le côté luxe, et le côté où t'es plus mal à l'aise d'être le boss, c'est sur quoi ? C'est que tu dois toujours être sûr de toi, même s'ils acceptent que je ne le sois pas toujours, mais... Comme c'est toi qui dois prendre les décisions, tu dois prendre les bonnes décisions, tu dois rassurer les comédiens, tu dois... Dans les répètes de théâtre autant que sur le plateau, c'est des responsabilités aussi, ouais. Et parfois on n'emmène pas large et on dit oui, c'est sûr, c'est comme ça, mais... Un peu parent en fait Ouais, c'est un peu un côté parent. Et du coup aussi beaucoup de choses à faire et à gérer, et on se dit mais pourquoi est-ce que je me suis lancée là-dedans ? Tu me parlais de Léon tantôt, mais je me suis rendu compte qu'en fait on n'a pas du tout présenté les comédiens qui sont là-dedans. Tu peux nous faire une rapide description et de pourquoi, enfin là tu expliquais pourquoi, mais qu'est-ce que en gros qu'est-ce qui te plaît chez eux dans la pièce ? Ouais. Alors, donc celle qui joue Anna, donc le rôle principal, c'est Léon François. Alors, pourquoi Léon ? Léon, à la base, ce qui m'a inspirée dans le fait de travailler avec elle, c'est que j'avais envie de retracer vraiment le parcours de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, et que Léon a un côté très femme, mais elle peut aussi avoir un côté très petite fille et très, très, très naïve. Et c'est quelque chose qui était important pour moi, d'avoir vraiment une petite fille qui grandit et qui découvre les choses et qui peut attraper tout ce qu'il y a autour d'elle et être un peu... sage, et puis petit à petit devenir de plus en plus sûre d'elle et de plus en plus féminine et de plus en plus sexy aussi. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a quelques passages sexy en fait dans la pièce, je pense aussi. Voilà. Elle c'est vraiment aussi un parcours de femme, et que je trouve qu'elle gère bien à ce niveau-là. Alors l'autre personnage féminin, c'est Violette Deleu, et Violette... Donc Violette, elle joue plein de choses. Elle joue la maman d'Anna, elle joue sa
première amoureuse, et puis J'ai entre bien aimé le autres. côté incestueux d'ailleurs. Bon, il n'y a que toi qui pour aller faire le lien, mais oui, donc elle se tape sa mère. C'est pas du tout ça. Et alors, vie aussi, j'avais pensé à elle à la base, c'était plutôt pour cette première amoureuse qui a un côté un peu froid, qui peut avoir un côté un peu. Elle est plus. Elle prend les choses en main, c'est elle qui a un côté fascinant. Et pour moi, Anna devait avoir une certaine fascination pour cette fille. Et je trouve que Violette a un jeu et une beauté qui font qu'elle peut avoir ce côté fascinant par rapport à Léon. Et puis après, je savais qu'il y aurait une foule de personnages à interpréter et elle a un côté aussi qui peut être très, très maman, un côté très, pas un côté très gynécologue, mais elle fait aussi une super gynécologue, entre autres. Et puis les garçons, donc il y a Émilien. Alors, Émilien, j'avais pensé à lui à la base pour... Émilien et Colin, je les avais d'abord imaginés dans les rôles des amoureux, parce qu'il faut dire que sur 25 ans, Anna a quelques amoureux, mais donc elle a, entre autres ses deux amoureux, donc Émilien Vecmans et Colin Javot qui jouent deux de ses amoureux. Et alors Émilien Vecmans, pour moi, la relation qu'il a avec Anna dans la pièce, c'est un côté plus un mec très bienveillant, très gentil, très créatif, un petit peu rêveur, et ça c'est ce qui dégage. C'est lui qui joue Max dans Typique, et voilà, il le fait très bien. Il et est leur très relation, cohérent dans ce personnage du coup, entre voilà. les deux. Du coup là, voilà, je trouve que ça marchait bien avec voilà, ce petit amoureux qui n'a pas trop de chance avec elle malheureusement dans la pièce. Et puis il a aussi un grain de folie qui fait qu'il peut d'un coup faire du rap ou faire toutes ces choses, un petit peu devenir un Américain selon lui après. Je lui ai déjà dit que son accent n'était pas assez bon pour qu'on croie que ce personnage est américain, mais un personnage américain, voilà, il a un truc un peu déconne, et j'avais aussi... c'est chouette pour moi de pouvoir lui offrir autre chose que ce rôle de Max dans Typique, parce qu'il sait faire beaucoup plus de choses que ça. Et voilà, et Colin Javot, je le voyais un peu bien dans le premier mec d'Anna, qui est un peu la petite frappe, un petit peu... il a un côté un peu petite frappe, un peu qu'est-ce que tu me veux, toi, bah ouais, je t'aime, mais je te le dis pas, et voilà, je trouve qu'il dégage ça aussi, qu'il fait du breakdance. Un peu plus macho, tu veux dire ? Un peu plus... Non, c'est pas... Je crois pas que ce soit macho, c'est un peu plus... Ouais, c'est peut-être une caractéristique des machos, mais je montre pas mes sentiments, mais... Et je suis un peu perdue et un peu brute comme ça, peut-être. Brute et perdue. Je cache que je suis perdue, donc je fais la brute, quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Puis je le trouvais aussi fort différent d'Emilien dans leur sensibilité, et je trouve qu'ils se complètent bien. De quoi on parlait ? Oui, ben en fait tu parlais des différents personnages. Ce que je voulais dire, je ne sais pas si je l'ai dit. En fait, il y a quelque chose d'intéressant dans ta pièce par rapport à Typique au niveau de Maximilien et de Colin. C'est Max ou Emilien, mais Maximilien. Je vais la refaire. C'est Colin par contre, hein, le prénom. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant quand on fait le parallèle entre la série Typique et la pièce de théâtre et les personnages que jouent Colin et Emilien, que j'ai tendance à appeler Max. Désolé si tu regardes. On voit pourquoi. Donc Emilien et Colin, ouais. C'est qu'en fait bon, allez, il faut avouer que Emilien reste assez constant, ça c'est ce que tu viens de dire, mais Colin joue deux personnages totalement opposés. C'est un personnage très introverti dans Typique, très introverti en fait, oui, j'ai pas d'autre mot, alors c'est un personnage beaucoup plus imposant dans la pièce. C'est pas quelque chose qui t'a gêné justement dans l'écriture en fait, de manière générale, comment on fait pour permettre à un comédien de sortir des personnages comme ça qu'il a? Alors en fait, c'est peut-être une idée qu'une fois qu'un comédien a un personnage, il peut pas en sortir. Après, il y a ce qu'on dégage. On sait quand on va faire des castings que, allez, moi je sais que je dégage quelque chose d'un peu nerveux, d'un peu discret, donc je vais pas aller passer un casting pour une fille super sûre d'elle et provocante.
parce qu'il y a quelque chose qu'on dégage qui est... là, je parle surtout en cinéma, qui fait qu'on est casté pour des choses qui nous ressemblent un petit peu, ou en tout cas à ce qu'on dégage. Mais après, le principe d'un comédien, c'est de pouvoir jouer tout. Et donc Emilien, il est constant dans son personnage un petit peu de beau gosse gentil, mais il joue aussi un papa qui est très dur, il joue aussi une peluche. Voilà, Colin, il jouait ce Jimmy dans Typique. Justement, il sait jouer des milliards, ils savent tous les deux jouer plein d'autres choses, et c'est ça qui est intéressant, surtout au théâtre où il y a aucune barrière, on peut jouer quelqu'un qui n'est pas du même sexe, du même âge que nous. Au cinéma, les règles sont un petit peu plus strictes, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'aller dans les challenges et de jouer quelque chose qui ne nous correspond pas du tout. Et puis, je les ai tellement vus jouer pendant 4 ans que je ne sais pas tout ce qu'ils savent faire, ils me surprennent encore, mais je sais qu'ils savent faire beaucoup de choses différentes. Oui, mais par contre, tu disais que... Emilien ? C'est terrible. Je suis vraiment désolé, Emilien. Parce que je fais vraiment le mix des deux, Maximilien, en fait. Bref. Donc, Emilien, en fait, a ce côté très autoritaire, mais il n'arrive pas à se détacher du côté burlesque. Par contre, il n'arrive pas à être autoritaire dur. Quand il est autoritaire, c'est amusant, on en rit dans la pièce. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est parce que lui, il n'arrive pas à quitter ce personnage-là. C'est clair que c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Ouais. Et après, c'est voulu parce que c'est un papa qui, si on le prend trop au sérieux au premier degré, ça marche pas. Et c'est un papa qui est un peu caricatural de tous les papas, je pense, parce qu'il y a beaucoup de papas qui sont tellement durs et rigides qu'ils en deviennent de toute façon drôles. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien avec le ton de la pièce. Après, je sais qu'Emilien peut faire autre chose que du burlesque. Et ouais. Tu l'as vu dans d'autres rôles, plus pas sérieux. Ouais, mais si, plus premier degré, plus sincère et proche de lui. Et vous le verrez bientôt dans ce registre-là. Ah, teaser. Hey. Tu peux pas nous en dire plus, je suppose. Je peux pas, non. Oh. Pour en revenir à la pièce, en fait, et pour en revenir à la discussion qu'on avait aussi plus tôt, qui était donc le travail sur le fond et la forme, et le fait qu'il y a un fond un fond en fait qui on va en parler plus tard, mais un fond donc qui émane de toi, qui a une grande partie autobiographique, une grande partie aussi où il y a beaucoup de, je sais pas si c'est de la rancœur ou si c'est pas une révolte, mais en tout cas ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'impression d'assister à une pièce exacerbée et sans tomber dans quelque chose qui me dérange, et donc sans tomber dans la caricature, etc., ou dans les grandes phrases très bateau, très, très générales. Et j'aimerais dire que c'est une pièce exacerbée sans être exacerbante. C'était ma punchline du jour. Et voilà, et c'est un équilibre. Je ne sais pas si tu es conscient de cet équilibre là, je ne sais pas si tu as voulu le donner ça ou si c'est quelque chose qui est naturellement sorti de l'écriture. C'est le moment où tu dois t'envoyer des fleurs un petit peu. Non, je ne vais pas faire ça, mais bon, en tout cas par rapport il y avait une grande question par rapport que j'avais en écrivant le texte et puis en le mettant en scène, et puis maintenant en faisant une web-série, c'était le fait de parler de choses assez intimes, parce que finalement, ouais, ça parle de moi, et j'avais très peur de tomber dans l'impudique, et c'est notamment pour ça que... Enfin, c'est pas que pour ça, mais c'est notamment pour ça que c'est pas moi qui joue mon propre rôle. C'est aussi parce que c'est la première fois que je me mets en scène et que j'écris et que j'ai besoin de distance et que j'ai besoin de voir ce que ça donne, mais il y a aussi quelque chose où je voulais pas... parler de moi-même, et donc j'avais besoin de cette distance-là en termes de... Voilà, c'est pas... un peu pour garder un peu de pudeur par rapport à ça. Et puis il y a aussi le fait que ça me plaît pas particulièrement de raconter ma vie à tout le monde, et je la trouve pas très intéressante, mais en effet il y a une sorte, je dirais pas rancœur, parce que je suis vraiment tout va bien quoi. mais peut-être quelque chose à prouver, justement, quelque chose à dire que j'ai pas réussi à dire pendant 20 ou 25 ou 28 ans, et qui maintenant oui, c'est une manière de le dire qui est sincère, mais qui est jamais trop, j'espère, impudique ni vulgaire, parce que c'est pas du tout la manière dont j'ai envie de dire les choses, et c'est pour ça aussi qu'on oscille un peu entre un côté léger et un côté plus profond, si on peut le dire comme ça. C'est toujours dire les choses allez.
ça va faire plaisir à ma maman que je la cite. Ma maman, une des premières fois que je lui ai parlé de tout ça, une belle réaction qu'elle a eue, c'était y a rien de grave ou de mal dans tout ça. Et c'est vraiment ça, il n'y a rien de grave, donc parlons-en avec naturel, parlons-en. Ouais, voilà. C'était quoi ta punchline? Une pièce exacerbée sans être exacerbante. Voilà, je pense que c'est bien de côté exacerbé parce que ça touche à des choses. Et même moi, quand j'en parle, je sens encore que c'est des choses qui sont vraies, qui vont loin. Et c'est important pour moi parce que si ça peut parler à des gens qui vivent la même chose, et au début, je ne me pensais pas du tout messagère de quelque chose, mais je me rends compte que malgré moi, ça l'est devenu parce que c'est un sujet dont on parle très peu et parce qu'il y a beaucoup de gens, d'ados, d'adultes qui ont vu la pièce et qui sont venus me dire merci, ça me fait comprendre des choses, c'est la première fois que j'ai envie aussi de la montrer à mes parents ou à des gens qui ont des jugements et qui sont pas trop ou des jugements ou des idées préconçues et qui s'en rendent pas compte. Et donc c'est pour ça que c'est important que ce soit exacerbé et important que ça reste un peu pudique pour que ce soit pas exacerbant. Merci. Je suis flatté. Du coup, j'avais prévu ça un peu plus tard dans l'interview, mais vu qu'on est lancé là-dessus, j'avais envie de faire la théorie du Y façon Caroline. C'est une question en fait que quand je suis allé voir la pièce, j'ai eu envie de te poser et je me suis dit que ça aurait été indiscret, mais j'ai gardé quand même une frustration de ne pas l'avoir fait. Et puis en fait il s'est passé tout simplement que, parce que je me suis aussi posé la question de savoir est-ce que j'allais te poser la question pour ces entretiens, ça fait beaucoup de questions que je vais poser. Mais comme en fait tu as fait une sorte de déclaration sur Facebook, je pense que tu l'avais jamais faite avant, tu avais répondu à un commentaire d'une dame qui disait que ça ne peignait pas de manière assez proche, en tout cas que la série, parce que c'était un commentaire sur la série, ne peignait pas de manière assez proche, ou alors que c'était une façon opportuniste d'une cause et voilà. Et c'est là qu'en fait tu t'es étalé. Je ne sais pas si tu l'avais fait avant, parce que je ne sais pas si c'était aussi revendiqué avant que c'était autobiographique. Alors revendicateur ça n'a jamais été parce que je revendique rien du tout. Non, mais je veux dire que tu assumais. Que j'assume. Disons que c'était pas important pour moi de le dire, mais je me rendais bien compte il y a un moment où les gens allaient se poser la question et c'est pour ça que... Et je me suis rendu compte que parfois je devais le dire pour me légitimer en fait, et c'est là que par rapport à cette critique-là justement, j'ai senti que j'avais besoin de légitimer le fait que je puisse en parler parce que je sais de quoi je parle, non seulement par mon expérience mais aussi parce que pour mon mémoire j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup renseignée et donc c'est... J'aimerais bien ne pas devoir le dire, et d'ailleurs c'est tout le principe de la pièce, c'est que finalement on s'en fout, et j'aimerais bien ne pas devoir faire cette pièce et faire cette série parce que c'est quelque chose dont on se pose pas la question, mais il faut encore le dire, il faut passer par là, et donc il faut passer par le fait de dire je suis bisexuelle et je suis légitime pour en parler, et si moi je dis que c'est difficile, ça veut dire que c'est difficile, en tout cas pour une personne qui est moi, je prétends pas avoir la vérité sur ce que vivent les autres, mais il se fait que en parlant, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, et que ouais, voilà. Et non, en fait, c'est vrai que ça donne pas de légitimité pour l'écriture, mais ce que j'ai ressenti, c'est que si je voulais te poser la question, c'est parce que j'étais assez perturbé et je te dis ça en termes un peu en excuse du coup, parce que je voulais pas dire que c'était légitime ou pas, c'était plutôt la question de dire, c'était tellement de détails et ça semblait tellement réel et vivant que c'est comme ça que la question m'est venue. Ouais, il n'y a pas ce côté très faux, très policé où voilà, je sais pas, on a senti une forme de vécu et voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était toi ou pas. Après, donc tu as dit aussi à un moment, donc dans ce commentaire, quelque chose que je trouvais vrai et très fort, c'est « Je me sens tout sauf opportuniste, même plutôt un peu sacrifié de devoir raconter ma vie pour faire comprendre aux gens. » C'est en fait exactement ce que tu viens de dire. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui disent
oh oui, la pauvre, elle doit aller raconter sa vie, elle est payée pour le faire. Enfin, c'est des choses que j'entends et c'est pas agréable à entendre parce que d'une part, je peux vous dire que être payé, c'est pas du tout le cas ou très peu et que c'est justement au contraire, ouais, des sacrifices et beaucoup de travail et vraiment, j'ai pas envie de raconter ma vie et je la trouve pas intéressante. J'aurais préféré qu'on me laisse tranquille mais je pense que j'ai l'opportunité c'est un peu ironique, mais de le faire par ma passion et mon métier. Et que d'une part, égoïstement, ça me permet un peu de dire aux gens, voilà, certaines choses que vous m'avez dites, écoutez en fait l'impact que ça a eu sur moi. Et puis, je vais pas faire genre, j'ai fait ça pour aider les autres, mais je me rends compte que ça aide les autres. Et quand on peut un peu aider les autres, ça fait plaisir aussi, quoi. Et voilà, donc, mais c'est ça en fait, donc ça dérange en fait le fait qu'on légitime l'écriture de ta pièce par rapport à ton vécu. Alors que c'est-à-dire que les gens, si je comprends bien ce que tu dis, les gens partent du principe que l'écriture est, en fait, le message est porté par la légitimité que tu as de l'écrire et non pas enfin, c'est très compliqué comme phrase. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens s'intéressent à la légitimité de ce que tu écris au lieu de sentir la véracité de ce que tu as écrit. Et c'est un peu ce que tu reproches aux critiques ou de manière générale aux gens qui font ce genre de retour. Oui, non, c'est juste... c'est important pour moi de dire que c'est véridique. Si les gens pensent que c'est pas possible ou que c'est pas crédible, alors je leur réponds peut-être que pour vous ça ne l'est pas parce que c'est pas votre histoire, mais là c'est juste quelque part la mienne, donc oui, il y a un écho qui est vrai et je préférais ne pas devoir le dire, mais si ça peut ajouter de la force et si ça peut aider les gens à croire que c'est vrai, je le dis et voilà, de toute façon on avait compris. Et donc, écrire une pièce qui se base beaucoup sur son vécu, ça implique aussi que cette pièce soit jouée, ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que déjà, on va voir sa vie être mise en scène. C'est une expérience compliquée ou ça s'est bien passé pour toi ? C'est le premier point de ma question. Ouais. Et il y a un deuxième point, je suis sûr que tu le vois venir. Je réponds pas au deuxième. Est-ce que c'était compliqué ? Je faisais pas trop la fière au début. Je me disais un peu dans quoi est-ce qu'on est en train de s'embarquer. Et puis c'est petit à petit que les choses se sont mises en place et qu'il y a eu des associations qui ont suivi le projet. Il y a eu de plus en plus d'intérêt où j'ai commencé un peu à prendre confiance et à me dire ok, il y a des raisons de le faire parce que évidemment à la base ça partait juste de moi qui avait envie de dire mon petit truc et puis j'ai vu que ça intéressait des gens donc voilà. Et puis après de le voir au final, c'était déconcertant quand Léon me disait... quand Léon m'observait comme ça de temps en temps, et je disais, qu'est-ce que tu fais ? Non, rien. Et je me rendais bien compte, et parfois ça m'a échappé, je sais qu'il y a des choses qu'elle a analysées de moi et qu'elle reproduisait dans la pièce pour se rapprocher un petit peu de quelque chose. Après, c'est un mélange de personnages, il y a un peu de moi, il y a aussi beaucoup de Léon dedans, donc c'est quelque chose d'assez subtil, mais ça s'est toujours bien passé. Et puis c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai voulu travailler avec des gens qui me connaissaient bien et qui avaient suivi mon parcours toutes ces dernières années parce que parfois oui ça touchait à des choses sensibles et j'avais besoin de leur expliquer à ce moment-là j'étais totalement perdue donc j'aurais plutôt réagi comme ça et pas comme ça, est-ce que vous comprenez, et on confrontait nos histoires et nos points de vue aussi. Oui, il y a quelque chose qui a pas ça n'a pas été toujours... Il a fallu un peu aller chercher dans mes émotions et dans mon vécu, mais ça, j'avais envie de le faire, sinon je ne l'aurais pas fait, je ne me suis pas fait violence pour le faire. Okay. Et du coup, ça implique aussi que les personnes qui ont vraiment fait partie, c'était la deuxième, ont assisté à la pièce. Ouais. Je les ai un peu... j'ai essayé de les préserver, en les prévenant, en leur faisant lire mon mémoire, en leur faisant lire le texte, en les invitant. Et il se trouve qu'au final, ils sont tous venus voir la pièce et en insistant bien sur le fait que c'était inspiré parfois de leurs histoires, de nos histoires, mais que c'était aussi romancé. Et ça s'est bien passé pour la plupart, enfin sinon dites-le moi, mais j'ai l'impression que voilà, j'ai toujours voulu le faire avec beaucoup de respect parce que c'est super important pour moi et que je me mets aussi en jeu dedans, donc c'est pas que je raconte leur histoire sans parler de moi, j'ai essayé d'être un minimum objective tout en disant que ça ne pouvait être que subjectif parce que c'était mon point de vue à moi sur les choses et parce que voilà, il y a des choses qui parfois ont été difficiles dans certaines histoires, mais
voilà, en tout cas, le fait de le faire avec respect, je pense que je suis encore en bon terme avec les gens que j'ai dépeints dans cette pièce. Je vais totalement sortir de ce sujet-là. Je vais revenir à quelque chose que tu as dit sur cette pièce. En fait, de manière générale, quelque chose qui est dans peut-être le communiqué de presse de la pièce, ou enfin que tu pas que tu revendiques, mais qui ressort souvent. Et pour te citer, très peu de pièces de théâtre abordent la bisexualité. Quand tu dis très peu, c'est-à-dire qu'il y en a. Est-ce que tu pourrais en citer? Alors, pour le coup, j'ai fait la recherche pour mon mémoire, donc je m'en souviens plus ou moins encore, c'est pas un truc que j'oublie. Qu'il aborde de front, il n'y en a pas. Qu'il aborde, ou en tout cas pas que je connaisse, et j'ai cherché. Qu'il aborde en termes de comment est-ce qu'on fait pour se définir bisexuel quand on n'entend pas parler de bisexualité, comment on fait pour affronter tous les idées reçues qu'il y a autour de la bisexualité, j'en ai pas trouvé. Après, pour mon mémoire, j'en ai analysé une de l'Antiquité, une du Moyen-Âge et une du XXe siècle qui abordait la question, mais sans l'aborder de front, quoi. Disons qu'à l'Antiquité, la bisexualité, d'une certaine manière, c'était la norme parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui étaient mariés et qui avaient des relations avec des hommes à côté. Il y a un personnage qui a envie de quelque chose et il dit « j'ai envie de quelque chose, je ne peux pas... j'ai envie de quelque chose. » Ah, de quoi d'un homme? Non. D'un jeune homme? Non. D'une femme? Non. De purée? Oui. Enfin, en gros, bref. Mais c'est juste que c'est la normalisation du fait qu'avoir envie d'un homme ou avoir envie d'une femme, c'est sur le même pied dans ce dialogue-là. Et je trouvais ça assez parlant par rapport à... C'était un peu le reflet de comment était vue la bisexualité à cette époque-là. Et puis celle au Moyen-Âge, c'est un petit peu plus ambigu la manière dont ça l'aborde. Ça s'appelle Iphis et Ianthe, c'est une pièce de Binsrad. Et là, c'est une... ça fait longtemps. Une fille qui est habillée en garçon par ses parents depuis qu'elle est née et qui est amoureuse d'une autre fille mais qui vit sous la forme d'un garçon et puis qui au final devient une fille et donc ça veut dire que sa partenaire l'aime autant quand elle est un homme que quand elle est une femme, donc ça approche le thème de la bisexualité, mais ça touche aussi à la transsexualité, à la question du genre, etc. Donc et puis on n'aborde jamais ces sentiments vraiment à l'intérieur ou d'une manière assez détournée. Et puis il y a Fassbinder au XXe siècle qui a fait beaucoup de cinéma, mais qui a aussi fait du théâtre et qui a fait notamment Goutte d'eau sur pierre brûlante, où le personnage principal est bisexuel, mais on n'en parle pas de sa bisexualité, c'est juste un fait qu'il est bisexuel et c'est pas vraiment traité. Donc voilà, j'ai analysé ces pièces-là pour mon mémoire et j'ai trouvé des choses qui tournaient autour de la bisexualité, mais pas de front, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de le faire. Donc ça répond aussi à une frustration du coup, d'avoir fait la pièce. Ouais, ça répond clairement au fait que quand on a 17 ans et qu'on se demande si on est normal parce qu'on a déjà été attiré par un garçon et par une fille, on n'a aucun modèle, bon, en tout cas dans le théâtre qui est moi ma passion, mais aussi dans le cinéma, dans les séries, dans les chansons, il y en a un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, et ça c'est une frustration, et c'est quelque chose qui fait... C'est le premier... premier combat des associations bisexuelles, c'est de dire la bisexualité existe. Et donc si elle existe, ça veut dire qu'il faut la montrer, et ça veut dire qu'il faut que les jeunes qui se posent des questions puissent avoir des repères, et il y en a très peu. Et donc voilà, d'où l'idée de peut-être en donner un petit peu, parce qu'on ne sait pas s'identifier à quelque chose qu'on ne voit pas et qui n'existe pas. Et c'est aussi tellement entouré de fausses idées que c'est difficile de se dire... bi parce qu'il y a plein c'est tout ce qui est dans la pièce, mais parce qu'on dit que les bis c'est juste une période, c'est juste une expérience, ou c'est des gens qui savent pas choisir, ou c'est des gens qui sont pas fidèles, enfin il y en a, je peux en faire des... Mais les idées autour font qu'il y a vraiment très peu de gens qui osent s'affirmer en tant qu'eux et qui sont aussi vus comme... c'est l'histoire du fait de n'être ni noir ni blanc, c'est un peu des traîtres aux homos et des traîtres aux hétéros, et donc dans aucun des deux on est... Voilà. Bon, ça va, hein, mais... Non. Je plaindre, ouais. Du coup, tu parlais de l'avantage, c'est que justement, tu vas maintenant en fait développer la pièce en web-série, puisque tu viens de gagner. Je reviens sur
sur ce mot. C'était une compétition, donc on peut dire que tu as gagné le prix. C'était en compétition avec 6 séries, 5 Et on était 5 en tout. 5 web-séries. Donc, tu as été sélectionné par par l'RTBF. Et donc, je te propose qu'on enchaîne sur la théorie du Y façon série. On est parti ? On est parti. Alors, déjà, une des premières questions, c'est je me suis demandé pourquoi un format web-série et pas un format série tout court. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que c'est pour des questions d'accessibilité ? C'est d'abord l'opportunité que donne la RTBF de faire de cet appel à projet web-série qui est tourné beaucoup vers les premiers projets ou vers les nouveaux talents. Comme il le dit, c'est aussi promouvoir des jeunes ou des gens qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, et ça s'adaptait particulièrement bien à nous. Et puis l'idée aussi de la web-série, c'est qu'on peut se permettre d'aborder des thèmes comme celui de l'orientation sexuelle, de la sexualité. Il y a un côté un peu plus... on peut plus se lâcher, on peut plus aborder des choses un peu plus débridées au fait d'être sur le web que les séries plus traditionnelles télé. Ouais. Et, en fait, je voulais aussi, je me demandais aussi sur quels aspects tu as dû renoncer en passant du théâtre à la télé. Alors d'abord le fait que dans la pièce, Léon elle joue une petite fille, une ado et un adulte. Ça c'est pas possible dans les codes. On y a pensé, on aurait pu le faire comme un choix posé, et ce serait le concept, mais on a décidé de pas le faire. Et donc du coup on part d'elle qui a l'âge qu'elle a, c'est-à-dire 24-25 ans, et qui se pose plus les questions à ce moment-là. Et donc voilà, après je vous dis pas tout ce qui va se passer, mais il est possible qu'il y ait un ou l'autre flashback pour remonter à des choses de l'enfance ou de l'adolescence, mais on se base moins sur un parcours que sur une période donnée qui est 1 mois, 2 mois, 3 mois de sa vie au moment de crise où elle se pose vraiment toutes ces questions-là. Donc ça, c'était le premier gros changement. Et puis le deuxième, c'est que les trois autres comédiens, Émilien, Colin et Violette, jouaient chacun sept rôles. Et ça, c'est aussi un code qui n'existe pas en fiction télé ou web. Et donc du coup, ils ont chacun un rôle, et puis on a fait un nouveau casting pour des nouveaux rôles, et déjà rien que ces deux composantes-là ont chamboulé toute la réécriture. En fait, j'ai eu l'impression, quelque chose qui m'a marqué en tout cas quand j'ai vu le pilote, donc le premier épisode du coup de la web-série, c'est que contrairement à la pièce, en fait, Anna n'est pas du tout dans le même statut de réflexion, c'est-à-dire que dans la pièce, et si tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans la pièce, c'est une évolution, c'est tout le questionnement qu'elle a eu pendant son enfance, etc. Alors que dans la web-série, c'est tout simplement qu'elle s'ennuie dans son couple et qu'elle commence à se poser des questions, mais elle a déjà un âge beaucoup plus avancé. En fait, qu'est-ce qui a provoqué ce changement de paradigme ? Ouais, donc c'est vraiment à la base l'idée qu'on se base sur une crise qui a lieu dans un laps de temps plus court, mais bon, après il faut aussi que ça soit crédible, et donc on avait envie qu'elle soit en crise au moment à l'âge qu'elle a, ce qui est aussi très très possible, et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions d'orientation sexuelle à 20, à 25, à 30, même à 60 ans, mais ce qui n'empêche pas que vous verrez dans l'épisode 3 qu'il y a déjà eu des questionnements quand elle était plus jeune qui ont peut-être été enfouis et qui vont ressortir, mais voilà, on l'apprend à un moment où, en tout cas, oui, elle est en couple avec un mec et la relation s'essouffle un petit peu. Et il se trouve qu'elle rencontre une fille, et comment est-ce qu'elle va gérer tout ça ? Après, est-ce que c'est la première fois qu'elle se pose la question ou pas ? Ça, c'est peut-être ce qu'on croit en voyant le pilote, mais on verra par la suite que c'est peut-être pas la première fois qu'elle se pose cette question-là, et que peut-être elle se l'est déjà posée plus tôt. Et voilà, peut-être aussi que c'est pas juste... Enfin, en tout cas, c'est possible qu'on puisse croire ça dans le pilote, mais c'est pas juste parce qu'elle s'ennuie avec un mec qu'elle va se tourner vers les femmes, parce que ce serait dommage. C'était un schéma narratif différent en fait, c'est que c'était plus possible de suivre une trame plus chronologique. Il a fallu en fait, oui, parce que c'était un pilote, donc je suppose qu'il a fallu présenter ça de façon beaucoup plus. C'est ça, il y a beaucoup de promo. En fait, c'est ça, il faut montrer de quoi on va parler. Donc si on se dit qu'on va parler de quelqu'un qui se pose des questions en termes d'orientation sexuelle, c'est un peu logique de se dire qu'on va l'avoir avec un mec et puis qu'on va l'avoir avec une fille. Après, c'est difficile de
la difficulté aussi que c'est très court. En 7 minutes, on peut pas refaire le questionnement de quelqu'un, et même en 10 fois 7 minutes, on va se focaliser sur des étapes du questionnement, mais on peut pas... on peut aller en profondeur dans certaines choses, mais on peut pas présenter toutes les étapes de son questionnement et aller en profondeur dans tout, parce que sinon on survole. Est-ce que la web-série est 100% fidèle à la pièce? Ah non, non, non. C'est vraiment une réécriture voilà, c'est toujours le même personnage, c'est toujours les mêmes questionnements et ce qu'on a à en dire s'en rapproche, mais en termes de ce qui se passe et en termes de qui sont les personnages, de ce qui va lui arriver, c'est pas la pièce. Donc on peut encore être surpris même si on a vu la pièce. Et inversement, on peut voir la web-série et aller au théâtre voir la théorie du Y. Ouais, c'est vraiment pas... C'est pas la même chose. Le format impose vraiment des différences fondamentales. Pour en revenir à Anna, je me suis demandé aussi, est-ce que l'ennui d'Anna n'est pas plus marqué dans la web-série? Mais c'est peut-être encore un biais qui est provoqué par le fait que ce soit un pilote. Ouais, oui, parce que bon, après il y a aussi dans la pièce, il y a un moment où elle est en couple avec un garçon et elle s'ennuie, et puis plus tard elle est avec une femme, donc là c'est un peu en condensé et du coup ça se passe très vite, mais oui, l'ennui est plus prononcé parce que si on le dit en 1 minute, il faut qu'on fasse comprendre les choses aux spectateurs, et donc on y va. Mais après on verra par la suite que Mathéo on a de la ressource et n'est pas qu'un mec ennuyeux, et que si elle était avec lui depuis longtemps, c'est pas pour rien non plus. Ouais. Une question que tu m'as téléphoné hors caméra, rendons à Oui. César ce qui est à César, mais qui est une question intéressante, donc je me l'approprie un tout petit peu, qui est justement, donc tu as mis en scène la pièce de théâtre seule, mais par contre tu t'es accompagné de quelqu'un pour la réalisation de la web-série. Et en fait, pourquoi? Parce que mettre en scène, je voyais un peu ce que c'était par ma formation à l'IAD, mais en termes de cinéma, je n'ai aucune formation, si ce n'est un peu de formation en tant que comédienne de jeu caméra qu'on a à l'IAD, et c'est tout, et je ne sais pas comment on fait. Et donc, mais j'avais envie de faire partie de l'équipe de réalisation parce que c'était important pour moi, et je me suis adjoint de Martin, l'un de mes teurs, qui réalise avec moi, parce qu'on a des formations très différentes et du coup très complémentaires. C'est-à-dire que lui est réalisateur de clips. Il a fait notamment tous les très beaux clips de Nicolas Testa. Et il a donc une vision beaucoup plus en termes d'image, d'esthétique, de forme. Et puis moi, je m'occupe plutôt du fond, du jeu des comédiens, du texte, de ce qui se dit, de ce qui se raconte. Et puis lui, il le transforme et il le magnifie pour dire comment est-ce qu'on va le raconter, comment est-ce qu'on va le filmer. Et ça se passe bien parce qu'on a, même si on nous a dit attention, réaliser à deux, ça va être difficile, qui est-ce qui tranche, s'il y a un problème, il n'y a jamais eu de problème pour l'instant. Je croise les doigts que ça continue parce qu'on a, d'une part, on se connaît très bien et on est souvent d'accord, et d'autre part, on a chacun un peu notre terrain privilégié, qui est moi ce qui se raconte et lui comment on le raconte. Et tu t'es entouré de d'autres personnes qui ont apporté justement qui peuvent apporter leur touche dans le tournage de cette série? Alors oui, c'est ça qui est magique avec la web-série, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont sur un plateau que sur une salle de répétition. Après, je suis très contente de ce que les comédiens ont apporté pour les répétitions de la pièce, mais là, chacun a vraiment son domaine de prédilection, et chacun est spécialiste dans sa branche, et ceux qui font la lumière, c'est leur truc et ils le font super bien. Ceux qui font les décors, ceux qui font les costumes, ceux qui font... tous les postes sont super importants, et pour ça on a de la chance d'avoir plein de gens qui chacun apportent leur expertise dans ce domaine-là, et c'est vraiment une chance de pouvoir un peu se reposer sur des gens et de dire moi je vois ça plutôt comme ça, comment est-ce que tu le ferais, et eux qui sont experts là-dedans elles le font très bien. Pour l'instant. On m'a dit aussi que vouloir adapter une pièce de théâtre, enfin passer d'une pièce de théâtre à une web-série, et je cite ces mots, c'est quitter l'imaginatif. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été
compliqué à faire, parce qu'on parlait donc, de ce que tu as ce sur quoi tu as dû renoncer. Mais il y a forcément des choses en fait qui ont été apportées par le format filmé. Tu penses à quelque chose en particulier? Alors, c'est quitter l'imaginatif, je suis d'accord dans un certain sens, dans le sens où au théâtre, si tu dis que tu es dans une cuisine, tu es dans une cuisine même si tu as juste une table. Et là, il y a beaucoup plus de liberté peut-être d'interprétation et d'imagination au spectateur que dans la web-série. Mais l'imaginatif, on le retrouve dans plein d'autres aspects. Et ça permet d'aller plus loin dans plein de choses. Notamment, on peut jouer avec des visions. On en a déjà quelques-unes dans le pilote. On va continuer à explorer ça pour la suite. C'est quelque chose qui est très cinématographique et qui est comment est-ce qu'Anna se projette, comment elle imagine son futur, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, parce que c'est quelqu'un donc, qui est toujours en train de réfléchir. Et comment est-ce que je me vois si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cinématographique. Et puis après, on la retrouve dans la réalité. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, ça permet aussi plein d'autres possibilités. Et on est en train de les apprendre et d'essayer de les explorer. Mais c'est clair que c'est différent de la pièce de théâtre. Et c'est pour ça aussi que je dis que le résultat sera très différent de la pièce. Parce que les moyens sont différents. Donc, le résultat sera très différent. Et j'apprends plein de choses parce que j'avais jamais fait ça et je me rendais probablement pas compte au début, en commençant ce projet-là, que ça allait être si différent, mais c'est super intéressant. Je vais me poser une question qui va être récurrente dans les prochaines vidéos qui vont suivre. En fait, j'aimerais savoir qui aimerais-tu voir dans ce canapé? C'est beaucoup de monde. Mais alors là, comme ça... Je sais pas, on a parlé beaucoup de... Bon, je vais avoir l'air un peu revendicatrice. On a beaucoup parlé de la bisexualité. LGBT, c'est aussi lesbien, gay, bisexuel, transsexuel. Et puis c'est même LGBTQI. Donc il y a plein d'autres gens qui sont dans ces questions-là et qui pourraient apporter... qui en savent beaucoup plus que moi sur toute l'évolution. Et je pense notamment à Olivier Azelio qui travaille à la Rainbow House à Bruxelles. Et lui, il sait plein de choses et est super intéressant. Et pour le moment, ça me pose pas mal de questions parce que malheureusement, je disais il y a quelque temps, le combat pour l'homosexualité, ça va de mieux en mieux, mais la bisexualité, hein, et en fait voilà, je ne vais pas commencer à parler de la manif pour tous, mais bon, là, c'est quand même un peu désastreux. Et donc, c'est le genre de questions qui, si ça t'intéresse, je pense que c'est toujours important de les aborder et pas seulement à travers la théorie du Y. Ok, donc je vais inviter la manif pour tous dans mon salon. Ou la manif pour tous, peut-être qu'on pourra comprendre un petit peu. Oui, ça serait intéressant comme... En fait, Geneviève de Fontenay. Caroline, merci beaucoup d'être venue pour ce premier épisode. Voilà, on a un peu survolé plein de domaines. Voilà, donc là en fait au niveau des dates pour la pièce de théâtre, donc pour 2017, vous êtes prévu pour... Alors, j'ai pas toutes les dates par cœur, mais on joue entre janvier et avril à Bruxelles et en Wallonie. Voilà, en janvier, on est à la Louvière et à Gembloux. En février, on est à Bruxelles et après, je ne sais pas, mais toutes les dates sont sur notre site, lathéorieduy.be, dans la rubrique calendrier, et il y a tout ce qu'il faut. Et qu'on peut retrouver, devine-nous, dans la description de la vidéo. Eh oui. Juste en dessous. Vous êtes en plein tournage aussi de la web-série. Tu vas arriver à gérer les deux d'ailleurs? C'est compliqué? C'est un petit peu... voilà. On va devoir faire quelques pauses pendant le tournage parce que les comédiens jouent dans la pièce. Ça va être épuisant. Mais ouais, mais on va pas se plaindre puisque c'est génial tout ce qui se passe, donc voilà. Et la web-série sort quand? Au printemps, dit-on, donc début avril. Ok. Voilà. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Eh ben, on te le souhaite. Ça va être grave. Je vais à nouveau te remercier d'être venu dans ce canapé. Merci pour ton honnêteté, pour ta sympathie, pour ton sourire, pour ton intégrité, pour tes réponses qui n'ont pas été, je trouve, en tout cas, démagogiques, ni policées, ni politiquement correctes.
T'as eu le temps d'analyser tout ça pendant que je parlais. Oui. De là à dire que je me suis beaucoup ennuyé, non, mais On pourrait voir ça comme ça. c'est horrible comme fin de vidéo. C'est horrible. Bref, si cette vidéo vous a plu, et là je parle aux gens qui nous regardent, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On n'est pas encore beaucoup, mais tous les gens qui sont là sont exceptionnels. Donc si vous voulez faire partie de ces gens exceptionnels, pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On est très connectés. On est très connectés ici. T'as vu, la génération Y, en fait, c'est ça. On est en plein dedans. Les Z. Avec Bonjour Holden. Voilà. Ce sera aussi dans la description de la vidéo. Est-ce que je dois vraiment montrer, tu vois, le bas de la vidéo? Je sais même pas où s'arrête le cadre. Voilà, ce sera dans le cadre de cette vidéo. Et voilà, ça fait partie des obligations YouTube de faire ça et je déteste ça. Mais tu fais très bien. Tu trouves? Bon. Caroline, je vais te laisser. Mais merci aussi, merci, je suis très flattée, honorée d'avoir pu m'asseoir dans ce canapé. Donc voilà, merci de m'avoir proposé. Chouette, c'est le moment où on s'envoie les compliments. Voilà, pendant toute la vidéo. on arrête. Allez, à la prochaine, à dans 2 semaines.